Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous. L'entretien aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, reçoit Monsieur Patrick Renou. Il est sociologue, politiste, docteur, donc expert en gouvernance démocratique. Docteur Patrick Renou, bonjour. Bonjour Madame la Merci journaliste. beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous entretenir sur notre thème du jour. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, docteur Renou, comme vous le savez, depuis 90, on assiste plus ou moins à une certaine défiance des partis politiques à chaque veille d'élection. Et là, on s'interroge pourquoi ces défis-là, lancés peut-être aux tests qui sont mis à rude épreuve, les tests de loi, etc. Pourquoi ces défiances observées à chaque veille d'élection, que ce soit présidentielle, législative et autres? Merci pour cette question. D'abord, je voudrais rappeler que l'élection constitue la voie royale de légitimation des gouvernants. Que ces élections soient législatives, locales ou présidentielles, on s'inscrit dans une dynamique de légitimation des gouvernants. Pour le cas d'espèce, nous sommes face à l'élection présidentielle. Et d'après la Constitution, on opère le choix de celui-là qui tiendra les destinées de tout un État pendant 5 ans. Et donc, le défi est énorme, le défi est grand, parce que la quête de cette légitimité suppose l'animation, en amont, je veux dire, l'animation de la vie politique. Et donc, notre Constitution veut que les partis politiques jouent un rôle de premier plan dans l'animation de la vie politique. Cela dit, une élection, quelle que soit sa nature, en tout cas une élection démocratique, en principe, devrait être une élection concurrente, où on offre l'occasion aux concurrents de vendre leur projet, de convaincre l'électorat, donc de chercher à conquérir le suffrage universel, et qui reste la voie de légitimation des gouvernants, comme je l'ai souligné. Mais dans cette quête, dans ce challenge, vous convenez avec moi qu'a priori, on a plusieurs regroupements et qui vont à la quête de ce pouvoir exécutif et qui vont à la quête de ce fauteuil présidentiel pour le cas d'espèce. Alors, les ambitions étant énormes, les intérêts étant ce qu'ils sont, la volonté de jouer ce rôle de premier plan étant ce qu'elle est, il arrive que l'on ne doit aller à l'élection qu'en s'inscrivant d'abord dans une logique de régulation. Il faut qu'on en arrive aux élections régulières. Et la régularité, le caractère régulier de l'élection suppose, premièrement, que l'organisation s'organise à terme échu, c'est-à-dire à bonne date. Et deuxièmement, que les règles qui devraient régir l'organisation de ces élections, ou de cette élection, pour parler de l'élection présidentielle, soient connues et discutées de tous les acteurs, avant même que l'on n'enclenche le processus électoral. C'est à ce niveau-là que le problème se situe. Parce que pour le cas d'espèce, vous avez plusieurs catégories d'acteurs qui se sont positionnés. Vous avez d'un côté ceux-là qui se réclament de la mouvance présidentielle, et de l'autre, vous avez une opposition plurielle. Et donc, vous convenez avec moi que la lecture de la situation varie selon que l'on appartient à tel camp ou à tel autre. Et du coup, pour ce qui concerne cette présidentielle, certains se sont sentis évincés du jeu électoral. Alors là, ils ont donné de la voix. Ils ont réagi. Et donc, ils ont
critiquer la façon dont les lois ont été votées et la façon dont les lois ont été appliquées. Et la façon dont ceux-mêmes qui votent les lois ont été installés. Donc, vous convenez avec moi que on est face à une situation de crise. Parce que les parties prenantes au processus électoral, toutes les parties prenantes au processus électoral ne se sont pas entendues. Alors, pour qu'on réalise la concurrence électorale comme cela se doit, il aurait fallu qu'on s'entende au moins sur les tests. Donc, c'est le premier niveau. Et ce premier niveau d'achoppement a agi sur tout le reste. Donc, vous voyez très bien que, au nom de la régularité, la mouvance dit les tests ont été votés normalement et maintenant il faut les appliquer. Les autres disent le contraire. Vous voyez, c'est un dialogue de sourds finalement qui va avoir un impact, qui pourrait avoir un impact sur le processus électoral. Donc, face à la divergence des intérêts, face à la divergence des niveaux d'appréciation ou d'établissement des lois, on est donc dans une situation assez clivée. Et donc, vous voyez très bien que les deux parties ne s'étant pas entendues, il va de soi que les élections, lorsqu'elles sont organisées, il y a des crispations. Mais il faudrait préciser que ce n'est pas toute l'opposition, puisque vous avez dit l'opposition plurielle, c'est une frange, dans notre contexte actuel, c'est une frange de l'opposition qui remet en cause tout. Tout à fait. Donc, de toute façon, les voix discordantes enregistrées au cours de ce processus peuvent expliquer ce défaut d'unanimité autour même de l'organisation du scrutin. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut acclamer une telle situation. Cela suppose que face à la divergence, face à la lecture plurielle des situations, il aurait fallu s'entendre sur un minimum et qui n'a pas été réalisé. Et ce consensus n'a pas été réalisé. Du coup, l'élection doit pouvoir être organisée conformément quand même aux lois qui, bon an, mal an, ont été votées. Et du coup, on doit pouvoir organiser les élections à bonne date et pour que ce duo ou le duo qui est attendu pour prendre les destinées donc, de l'État soit installé et pour que l'État puisse fonctionner comme cela se doit. Et au vu de cette situation, est-ce que l'État de droit n'est pas plus ou moins en souffrance quand on en arrive à ne pas vouloir respecter les lois, les tests? Oui, parce que justement, l'État de droit veut que les tests qu'on s'est donnés soient appliqués jusqu'à leur terme et pour qu'on fasse l'évaluation nécessaire pour procéder éventuellement au réajustement. Dans tous les cas, la démocratie reste la loi de la majorité, mais au même moment, il est important que la majorité, de temps en temps, s'ouvre aux minorités et pour que des citoyens ne se sentent pas mis de côté dans la construction de l'État qui, en principe, concerne tous les fils du pays. Cela dit, rien ne justifie, par exemple, des cas de violence extrême, parce que, justement, au nom de la recherche du pouvoir, on ne peut vraiment tolérer que l'on assiste à des actes de vandalisme qui, finalement, ternissent l'image de tout l'État, Dans l'un ou l'autre cas, il est important, après la tempête, d'en arriver, n'est-ce pas, à discuter. Et parce que pour construire, comme je l'ai dit, aucun fils ne doit se sentir en marge de ce processus qui garantirait, n'est-ce pas, la quiétude de tous les fils du pays.
Mais là, on est à même de se demander, le fond du problème, il est où alors? Quel problème? Le problème où chacun tire le droit de son côté, estimant qu'on l'a exclu, alors que ces tests ont été votés dans les règles de l'art, même si on va parler après ou critiquer après. Quel est le problème, effectivement, peut-être de cette frange de l'opposition, si vous voulez, on va généraliser, de l'opposition, pour qu'à chaque élection, on observe ces difficultés, on va dire? Non, là, de façon générale, on peut faire une lecture croisée des situations depuis l'avènement de la démocratie. Et en 2011, vous convenez avec moi que face à la LEPI, l'opposition d'alors s'est sentie lésée et a même appelé au boycott. Cela n'a pas empêché la tenue des élections. L'opposition a voulu se racheter vers la fin, mais c'était trop tard. Le processus a été enclenché dans cette situation-là. Au cours de l'année 2021, nous assistons à un autre cas de figure où l'opposition estime également qu'elle est évincée. Et du coup, la situation de 2021 dépend de la situation de 2019, avant l'organisation des élections législatives. Les plaies donc, de cette période n'ayant pas été pensées, il va de soi que l'on traîne encore des séquelles jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jouer ou animer l'opposition demande plus de perspicacité, demande plus de courage, demande plus de retenue, et parce que c'est un destin beaucoup plus difficile d'animer l'opposition que d'animer la mouvance. C'est un destin difficile et qui requiert la sagesse nécessaire. Et on observe qu'en tout temps, il n'y a pas, si vous voulez, on observe qu'il n'y a pas toujours cette tempérance recherchée. Et donc les passions s'enflamment et très vite. Et on assiste à la situation à laquelle on assiste actuellement, qui veut que certains se sentent vraiment marginalisés. Mais en tout état de cause, la recherche du pouvoir reste un élément assez délicat. Et donc, vous convenez avec moi que certains n'hésitent pas à critiquer le pouvoir parce que justement, ils veulent accéder à ce fauteuil présidentiel. Ce qui est de bon ton, ce qui est un jeu normal parce que la démocratie veut aussi qu'il y ait d'autres sons de cloche. La démocratie veut qu'il y ait une mouvance, la démocratie veut qu'il y ait également une opposition. Et c'est l'existence de ces deux qui devrait nous permettre, nous citoyens, d'en arriver à apprécier l'alternative que constitue chaque camp et à voter en conséquence. Bon, donc, en réalité, l'animation de la démocratie veut que l'on ait la présence de ces deux catégories d'acteurs qui sont des catégories fondamentales pour la consolidation de la démocratie. Cela étant, nous devons retourner aux fondamentaux de notre démocratie. Et quand je parle de fondamentaux, c'est aussi la recherche du consensus. C'est la recherche du dialogue. C'est la recherche du pardon. C'est la négociation. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que d'où on est parti, là je me retourne en 1990, avant même l'organisation de la conférence nationale, et c'est qu'il y a eu assez de blessures qu'on a voulu penser et à l'occasion donc de cette conférence. Et du coup, face aux situations délicates, il est de bon ton que de temps en temps, on s'arrête, qu'on se regarde, qu'on se parle, parce que plus rien ne peut être construit sans le dialogue. Mais Monsieur Renou, est-ce que la démocratie à laquelle vous faites référence là est finalement le champ favorable à toutes les défiances? Non, vous aurez constaté que
ce n'est pas le champ favorable. Mais je continue de dire que plus rien ne peut autoriser, n'est-ce pas, à encourager la défiance. Plus rien ne peut autoriser. Parce qu'il y a des règles dans la vie sociale que chacun se doit de respecter pour le bon fonctionnement. Mais encore faudrait-il que dans l'établissement de ces lois, qu'il y ait le dialogue nécessaire pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Et donc, le défaut de consensus dans le processus d'élaboration de certaines lois peut vraiment laisser libre cours à des interprétations, à des suspicions, hein, qui ne permettent pas forcément la quiétude nécessaire. Mais il va de soi que lorsque ces lois ont été votées, il est important de les appliquer, quitte à ce que l'on s'en arrête quelque part pour procéder à leur évaluation et pour procéder à leur réajustement. Parce qu'aucune loi, en définitive, n'est votée une fois pour toutes. La société évolue, les lois doivent pouvoir évoluer également et être en adéquation avec les exigences sociales. Et donc, les acteurs qui animent la classe politique devraient, à des moments donnés, se regarder en face pour dialoguer, afin de trouver une piste, hein, qui pourrait être considérée comme l'exutoire nécessaire pour continuer à animer la démocratie. Parce que la recherche de la paix passe également par le dialogue. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier, n'est-ce pas, le boycott des institutions. Aucune situation ne saurait justifier dans un état de droit. L'état de droit, lorsque vous vous sentez lésé, vous vous référez aux institutions habilitées, n'est-ce pas, à vous départager. Et dans l'un ou l'autre cas, on ne saurait laisser libre cours à cette déviance, à cette situation chaotique et qui pourrait compromettre l'avenir de tout un pays. Cela voudrait dire concrètement que en toute situation, même dans l'animation de la démocratie, il peut y avoir des mécontents. D'ailleurs, je serais surpris d'apprendre que dans l'animation de la vie démocratique, il y a unanimisme. Il ne saurait y avoir unanimisme. C'est justement pour cette raison que j'ai mis l'accent sur la nécessité à la fois de la parole gouvernementale, mais également de la parole de l'opposition. Parce qu'il faut les deux, justement. Il faut que l'opposition, la parole de l'opposition contrebalance la parole gouvernementale pour permettre aux citoyens d'opérer un choix en toute connaissance de cause. Du coup, nous sommes dans un état de droit et les mécontents devraient en principe se référer, n'est-ce pas, aux institutions en vigueur et pour que justice soit faite, pour que le droit soit dit, pour que chacun puisse être fixé sur son sort. Et donc, il va de soi que la construction de l'État passe par le respect des textes. Et lorsque l'on sent que l'on est lésé par l'application d'un texte ou d'un autre, il va de soi et que la voie royale qui permet de rétablir sa citoyenneté, c'est vraiment de se plaindre à l'institution chargée donc de départager les partis, les protagonistes. Le respect donc des institutions, ça c'est un devoir pour tout citoyen. Ces partis politiques-là, quel est alors, en dehors de respecter ces institutions, leur rôle, en dehors également de l'animation de la vie politique pour, bien évidemment, la quiétude des citoyens de la République? Vous savez, dans l'option démocratique qui est celle des États modernes, il faut dire qu'il y a un point d'honneur qui est fait, n'est-ce pas, au respect des normes en vigueur. Et justement parce que on ne peut bâtir une nation en foulant aux pieds ses fondamentaux, premièrement. Deuxièmement, il faut créer les conditions d'un vivre ensemble qui puisse amener chacun
à prendre conscience de ses droits et de ses devoirs. Parce que l'animation de la vie démocratique nous renvoie d'abord à notre rôle de citoyen. Les partis politiques ont un rôle de premier ordre à jouer, je l'ai dit. D'abord, l'animation de la démocratie, l'éducation des citoyens, la proposition d'un idéal type et la proposition d'un projet de société qui devrait servir d'alternative pour que le pays se mette sur la voie du développement. Donc, lorsque l'on se retrouve dans l'arène politique, les partis politiques ont un rôle important à jouer. Et j'ai parlé de l'éducation, de l'éducation à la citoyenneté. J'ai parlé de l'animation de la vie politique. J'ai parlé de la proposition d'alternatives, la proposition de projets et de société. Et ce sont autant de missions, n'est-ce pas, réservées aux partis politiques dans un contexte démocratique. Et justement, dans ce contexte démocratique-là, il y a les médias qui jouent un rôle très important. Donc, ils sont au cœur, on va dire, de cette animation de la vie politique dont on a parlé. Comment appréciez-vous cette gestion, on va dire, de l'actualité par le quatrième pouvoir? Il faut dire que les partis politiques, pardon, les médias constituent le quatrième pouvoir et sous tous les cieux ont un rôle important. Et ce rôle est beaucoup plus accentué dans un contexte démocratique. Et vous convenez avec moi que lorsqu'on se réfère à l'histoire politique du Bénin, on se rend compte que comme on avait les partis politiques, on avait des médias gouvernementaux. Et l'horizon médiatique s'est éclairci à partir donc de l'intervention, ou si vous voulez, à partir de la création des médias privés et qui ont contribué à apporter un autre son de cloche et pour contrebalancer un peu la parole gouvernementale. Et les médias, si on se réfère à l'histoire politique du Bénin, ont joué un grand rôle dans l'accession du pays sur la voie, comment il va dire, à la voie démocratique. Mais une fois qu'on a passé ce chemin, la soif de la liberté que l'on a notée avant même l'organisation de la conférence nationale qui a débouché sur l'option démocratique, cette soif de la liberté qui a été observée à travers ce qu'on pourrait appeler la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le discours, a été récupérée par les médias et qui se sont comportés comme si cette liberté-là doit être vécue intensément. Et c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Parfois, les médias vivent cette liberté au point de tordre le cou, par moment, aux règles qui devraient caractériser le fonctionnement de l'animation de la vie médiatique. Et donc, c'est ce qui peut expliquer même les déviances au niveau des médias, à l'occasion donc de l'animation de la vie démocratique tout court, et plus précisément à l'occasion des élections, quelle que soit leur nature. Parce que, comme je l'ai dit, à l'occasion des élections, il y a des intérêts, il y a des passions, il y a des tensions, et les médias, il arrive dans l'univers, je veux dire dans l'univers médiatique béninois, il arrive que les organes de presse aussi se positionnent pour ou contre certaines arènes politiques, certains camps politiques, et devant cette ambivalence, on tord rapidement le coup aux règles déontologiques et à l'éthique. Est-ce que c'est normal que médias aussi, on va dire, prennent parti, justement? Non, vous savez que je ne vous apprends rien. Et dans l'animation de la vie professionnelle, qui plus est
celle qui relève des médias, il va sans dire que le respect d'un certain nombre de principes reste fondamental. Le journaliste, en réalité, doit veiller à l'impartialité, doit rechercher la vérité, doit procéder à la recherche de l'information vraie, et à diversifier ses sources de manière à procéder au croisement d'informations. Mais il y en a qui le font vraiment en ayant le regard fixé sur ces directives. Mais dans le même temps, il se trouve que dans la corporation, on observe des professionnels des médias, entre griffes, et qui passent à côté de ces exigences. Et c'est justement pour ces raisons que vous avez l'ODEM. En tout cas, dans l'univers médiatique béninois, nous avons l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique dans les médias qui essaye de réguler un peu le fonctionnement à ce niveau-là. En créant ce que l'on pourrait appeler, en constituant ce que l'on pourrait appeler le tribunal des pairs ou le tribunal d'honneur, où il est convoqué, où des journalistes qui passent à côté des principes déontologiques, des règles déontologiques, sont convoqués pour expliquer un certain nombre de choses et pour accourir également des sanctions. Et de l'autre côté, vous avez la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui joue également un rôle, vraiment un rôle régulateur. Parce que, justement, ce qui fonde même l'existence de ces deux instances-là, de ces deux institutions, c'est que l'on assiste au dérapage, c'est que l'expérience a montré que le journaliste peut être tenté de ne pas respecter les règles éthiques et déontologiques. Et à partir de cet instant, il faut un autre regard susceptible de le ramener sur le bon chemin, pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle comme cela se doit. Parce que le journaliste a une fonction sociale. Le journaliste participe de la fabrique de l'opinion. Mais encore faudrait-il que les informations qu'il met à la connaissance donc, des citoyens soient des informations vraies. Parce que ces citoyens ont également le droit à l'information. Absolument. Et justement, ces citoyens, parfois, sont perplexes parce qu'ils remettent en cause peut-être la crédibilité d'un média qu'ils estiment peut-être griot du pouvoir. Là, quelle crédibilité accorder aussi à ces médias peut-être qui sont partis pris, qui peut-être par la force des choses ne se retrouvent plus dans le devoir de l'équilibre de l'information. Oui, vous savez, il est important que le journaliste soit rappelé à ses fondamentaux. Parce que lorsqu'il est pris dans l'engrenage de la corruption, lorsqu'il est pris dans l'engrenage de la corruption, il tord le cou à l'information. Il ne présente pas les faits. Parce que dans le journalisme, les faits sont sacrés. Et le commentaire est libre. Et ça, c'est le b.a.-ba de la profession. Et lorsqu'il devient un journaliste d'affaires, un journaliste affairiste. Lorsque je me réfère aux écrits d'Emmanuel Adjovi, lorsque je me réfère aux écrits de Vitin et de Frères, il peut arriver que le journaliste soit pris dans l'engrenage donc de la corruption. Et dans ce cas de figure, il ne donne pas le meilleur de lui-même sur le terrain des règles déontologiques. Et il va de soi qu'il soit rappelé à l'ordre parce que un journaliste mal formé peut constituer une bombe pour toute une nation. Vous n'êtes pas sans savoir que la radio Mille Collines a été à la base vraiment des conflits armés ici en Afrique. Et donc, le journaliste a une responsabilité fondamentale. Et donc, il doit pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée. Mais c'est pas facile ce que vous dites. Ce n'est pas facile. Et c'est justement pour ces raisons qu'il faut qu'il soit à l'abri du besoin. Être à l'abri du besoin suppose qu'il a un salaire. Et aujourd'hui, au Bénin, des efforts sont faits et pour qu'on en arrive au respect de la convention collective.
qui définit les droits auxquels le journaliste a droit, les droits auxquels les journalistes ont droit, excusez cette répétition, pour assurer leur charge professionnelle. De l'autre côté également, il faut que les journalistes soient formés. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'est pas constamment formé, on peut passer à côté de l'essentiel à des moments donnés. Donc, vous convenez avec moi que les chapelles politiques existent et la tentation est grande pour les journalistes. Il faut, dans ce cas de figure, qu'ils soient mis à l'abri du besoin et pour continuer à jouer efficacement leur rôle et ne pas se laisser tenter, n'est-ce pas, par la corruption, par l'affairisme, parce que la recherche de l'affairisme journalistique va déteindre sur le caractère véridique de l'information, parce que le journaliste, dans ce cas de figure, sera tenté vraiment de servir une cause partisane, au lieu de servir une cause d'intérêt national. Et donc, la rencontre de ces intérêts personnels et des intérêts vraiment pertinents pour les citoyens, cette rencontre-là mérite d'être clarifiée pour que le journaliste ne se laisse pas emberlificoter par la tentation, par le pouvoir, n'est-ce pas, de l'argent qui pourrait, n'est-ce pas, l'amener à s'éloigner donc de son rôle premier, qui est d'informer les citoyens. J'ai parlé donc de la corruption dans les médias. Mais encore faudrait-il que les organes de presse trouvent les moyens nécessaires. D'où la nécessité de revoir le régime publicitaire, de revoir les impôts et taxes auxquels sont soumises les entreprises de presse. Parce qu'une entreprise de presse qui ne fait pas suffisamment de rentrée de fonds aura des difficultés à faire face aux charges financières, aux charges salariales de ses employés. Et du coup, il y a un effort à faire. Et l'État même a un rôle à jouer dans ce cas de figure pour que la profession journalistique soit préservée dans l'environnement du Bénin. Et il est important encore que les journalistes eux-mêmes, lorsqu'ils sont bien formés, puissent procéder à l'autorégulation, à l'autocensure. Parce que, avant de publier, le réflexe journalistique recommande la vérification de l'information. Et cette vérification peut disparaître et amener le journaliste juste à servir la cause, à servir un pouvoir, parce qu'entre-temps, il a pris des ressources financières, il a été désintéressé d'une manière ou d'une autre, et cela peut déteindre forcément sur la façon dont il traite l'information. Et c'est ce à quoi on aboutit lorsque la corruption prend, n'est-ce pas, le dessus. Le financement occulte. Parce que quand on parle de corruption, il y a tout ce qui va avec le financement occulte. Parce qu'il peut y avoir des lobbying, des groupes d'intérêt qui donnent des ressources, n'est-ce pas, aux journalistes contre la diffusion de fausses informations. C'est ça que vous appelez financement occulte. Occulte. Et justement, pour cette raison, il est important que les journalistes soient suffisamment aguerris et qu'ils aient l'assise professionnelle et carriéristes dignes du nom qui pourraient les mettre à l'abri du besoin et pour que l'animation de cette vie médiatique se fasse suivant les règles de l'art. Est-ce que l'avènement aussi des médias sociaux n'a pas aussi un peu mélangé les choses, on va dire, où on n'arrive plus à faire la part des choses entre communication et journalisme? Oui, mais cela n'empêche pas les journalistes de jouer efficacement leur rôle. Parce que ceux qui animent les réseaux sociaux n'ont pas reçu une formation journalistique. Vraiment, s'y mettent, bon là, mal là, essayent de jouer un rôle d'informateur, mais en réalité, n'ont pas appris les b.a.-ba
du traitement de l'information journalistique. Et donc, les réseaux sociaux, évidemment, ont inondé l'univers médiatique. C'est justement pour cette raison que la RAC a un rôle important à jouer pour que l'on en arrive à clarifier l'horizon, pour que chacun puisse jouer efficacement son rôle, sans que cette catégorie n'empiète sur les prérogatives qui sont celles des professionnels des médias. Et quand tous ces problèmes que vous évoquez, une fois qu'ils trouvent solution, quel est alors ce rôle, on va dire, des médias dans l'organisation de ce processus électoral pour que les citoyens soient certains d'avoir ces informations vraies, justes, sur l'organisation de ces élections? D'abord, à l'occasion des élections, il est important que les journalistes soient briefés. Il est important que les journalistes prennent la mesure des risques qu'ils courent en passant à côté des exigences déontologiques. Il faut donc qu'ils soient sensibilisés. Et de l'autre côté, il est important que les journalistes aient la possibilité de regarder en face les sanctions qu'ils encourent pour contribuer efficacement, parce que leur rôle devient encore plus sensible en période électorale. N'oubliez pas, les tensions, les passions vraiment s'intensifient à l'occasion des élections, de façon générale. Et le journaliste, s'il n'est pas suffisamment aguerri, s'il n'est pas suffisamment éveillé, il peut facilement servir une cause, la cause personnelle, qui ne soit pas en adéquation avec les attentes d'une fonction sociale des médias. Et c'est justement pour ces raisons que la RAC organise souvent des séances de sensibilisation et de formation. C'est pour cette raison que l'ODEM aussi attire l'attention des journalistes à chaque occasion sur les règles que doivent respecter les professionnels des médias. Il est important que ces professionnels des médias soient suffisamment sensibilisés, soient suffisamment outillés aussi pour prendre la mesure de l'enjeu et pour ne pas tomber dans l'appât du gain facile. C'est très important parce que, n'oubliez pas, lorsque les enjeux sont énormes, les acteurs politiques ont souvent tendance à avoir un certain nombre de professionnels de médias avec eux pour relayer leur son de cloche, parfois au détriment de l'autre son de cloche. Or, il revient aux professionnels des médias d'équilibrer l'information. Il revient aux professionnels des médias d'avoir le regard tourné à chaque occasion vers la nécessité de diversifier les sources d'information, de procéder, n'est-ce pas, au recoupement nécessaire. Il revient aux professionnels des médias, donc, de ne publier que des informations vraies. En tout cas, cela fait partie des exigences attendues de tout professionnel des médias. Et du coup, il est censé le faire en période normale, en temps normal, mais il doit le faire davantage en période électorale, qui reste une période de grands enjeux, une période assez mouvementée, une période de tension, et là, son rôle devient beaucoup plus important. Vu que vous-même, vous savez qu'il y a des difficultés, on les a justement énumérées, est-ce normal aussi que les médias se retrouvent à côté de partis politiques uniquement, peut-être, je ne sais pas, de la mouvance ou de l'opposition, sans pouvoir faire ce travail d'équilibre? Parce qu'en fait, c'est le terrain qui empêche peut-être, ou bien la situation financière du média qui peut-être empêche ce travail d'équilibre qui ne s'observe pas toujours. Il y a des médias qui le font, mais il y a certains qui n'arrivent pas à se retrouver, on va dire. En réalité, toute profession a ses exigences. Le journaliste reste un domaine de grande responsabilité. Le journaliste a une fonction sociale. Et pour continuer à jouer ce rôle, il est important d'avoir un regard tourné vers ce que recommande la profession. Ce que recommande la profession,
c'est la recherche de l'équité, Absolument. de l'équilibre. Dans le traitement de l'information, c'est la diversification des sources d'information. Et donc, il est de bon ton qu'en période électorale, le journaliste se doit de promener son micro vers toutes les tendances. Le journaliste se doit d'avoir son caméra vraiment tournée vers toutes les positions, tous les camps possibles. Donc la ligne éditoriale du média ne doit pas empêcher ce travail d'équilibre, d'équité, d'égalité. Vous savez, lorsque un média passe tout son temps à relayer les informations relevant d'un seul camp, vous savez, ça a un impact sur les citoyens eux-mêmes qui finissent par ne plus se retrouver, qui finissent par être désintéressés, qui finissent par relâcher, à zapper lorsqu'il s'agit d'une télévision, par exemple, à ne plus lire un organe de presse écrite, par exemple, parce que se sentant vraiment abusé. Parce que si le citoyen est d'un camp opposé peut-être à... Non, le citoyen aurait souhaité avoir tous les sons de cloche. De cloche, oui, il y a certains. Et c'est très important. Même s'il doit se faire sa propre opinion, il est important qu'il ait les différents sons de cloche. Donc, le rôle du professionnel des médias en situation électorale devient un rôle beaucoup plus significatif, un rôle beaucoup plus sensible. Et il lui revient de procéder à l'équilibre, de diversifier les sources, de recouper l'information, plutôt que d'être la caisse de résonance d'un seul camp politique. Bientôt, on va dire d'ici quelques semaines, la campagne électorale va démarrer. Monsieur Reynaud, nous allons donc certainement assister à tout type d'opération de charme. On va demander à savoir à quoi doivent s'attendre la population pour avoir l'information et savoir peut-être comment se faire son opinion. Voilà. Vous savez, en période électorale, il y a lieu de penser à la concurrence politique. Et la concurrence politique reste un élément important où les informations sont données parce que les candidats vont à la rencontre des citoyens. Les candidats ont un projet de société et pour partager ce projet-là avec les populations à la base et discuter de ces projets et solliciter leur soutien. Et donc, les médias doivent s'inscrire dans cette dynamique d'accompagnement. Et parce que il faut observer pour pouvoir relayer. Et les journalistes, dans ce cas de figure, devraient aller également sur le terrain. Parce que la campagne électorale reste un moment fort où les contrats sont discutés. Les contrats entre les citoyens et les candidats, je veux dire. Les citoyens dont les suffrages sont sollicités. Et donc, les professionnels des médias se doivent d'être aux aguets pour avoir l'information nécessaire. Et lorsqu'ils participent à des campagnes, à une campagne électorale, d'un candidat relevant d'un camp, d'un duo relevant d'un camp, il est important que le même journaliste, parce qu'il peut arriver qu'un camp médise d'un autre, il peut arriver. Et dans ce cas de figure, il revient au journaliste d'aller écouter l'autre camp et pour procéder au croisement d'informations. Et c'est à cette condition-là seulement que l'information peut être équilibrée. Si l'information n'est pas équilibrée, un camp aura tendance à croire que tel journaliste a pris fait et cause pour son concurrent. Et dans ce cas de figure, le jeu démocratique peut être biaisé. Et c'est justement pour ces raisons que la période de la campagne électorale reste une période également sensible, où on assiste à l'énonciation, à ce que Jean-François Bayat appelle l'énonciation du discours.
l'énonciation du discours. C'est la période où l'on va à la rencontre des citoyens pour leur parler, et pour vendre son projet de société. Et il revient aux organes de presse d'accompagner ce mouvement et d'être également sur le terrain, quels que soient les moyens dont ils disposent, parce qu'ils n'auront pas l'excuse de diffuser des informations unijambistes. Il leur revient de procéder aux vérifications nécessaires pour ne pas tomber sous le coup également de la loi. Et c'est très important de le rappeler à cette occasion-là. Alors, Monsieur Renaud, nous sortons de 5 ans de réforme, on va dire. Alors, peut-on estimer aujourd'hui que notre démocratie grandit et avance? Et c'est une question assez difficile. C'est une question assez difficile parce que nous avons fait du chemin, dans tous les cas. Je vous ai rappelé très brièvement les conditions dans lesquelles nous avons opéré le choix de la démocratie. La transition démocratique avec l'organisation des élections fondamentales, pardon, fondatrices, des élections fondatrices, pour reprendre l'expression de Richard Banegas. Et ces élections fondatrices, c'était justement la première élection présidentielle, et les premières élections législatives et le référendum. Et c'est ce paquet-là que Banegas qualifie d'élection fondatrice. Et nous avons installé nos institutions. Et depuis 1990, nous avons élu régulièrement nos gouvernants. Et les institutions ont fonctionné, bon an, mal an. Dans tous les cas, la démocratie poursuit son chemin. Seulement qu'on aurait souhaité qu'il y ait beaucoup plus de marge de manœuvre dans le dynamisme, dans le dynamisme démocratique. Que l'on n'ait pas l'impression que, en tout cas, que certains n'aient pas l'impression qu'ils ont été mis de côté. En tout cas, comme je l'ai dit, tout le monde a un rôle à jouer dans la construction de l'État. Chacun des acteurs a un rôle à jouer dans l'animation démocratique. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas m'inscrire forcément dans une dynamique d'évaluation de la démocratie. Toujours est-il que nous avons connu des hauts et des bas. Et c'est la vie normale qui est ainsi faite. Il y a souvent des hauts, il y a des bas. Et ce qu'on souhaite, c'est que les bas ne nous empêchent pas d'évoluer, de progresser. Et parce que, vous savez, la consolidation de la démocratie requiert un certain nombre de sacrifices, requiert une certaine prédisposition, requiert également une certaine culture. Et il va de soi qu'aujourd'hui, le débat doit être que les couches, toutes les couches sociales, devraient être prises en compte dans tout projet de développement. Dans, comment je vais dire, l'exercice même du pouvoir d'État. Et la décentralisation devrait arriver à un niveau tel que les populations à la base pourront se sentir concernées par leur développement. La mise à disposition des moyens financiers pour procéder au décollage des communes. Et dans le même temps, aiguiser la citoyenneté. Aiguiser la citoyenneté suppose que chacun joue efficacement son rôle, soit imbu de ses responsabilités et accomplit, n'est-ce pas, ses devoirs. Est-ce que nous sommes à ce niveau-là aujourd'hui? La question est posée. Et c'est justement pour cette raison que la consolidation de la démocratie reste encore un projet pour que l'on puisse vraiment faire décoller
la décentralisation comme cela se doit, et que le pouvoir à la base n'attende pas forcément le pouvoir au sommet de l'État avant de procéder à certaines réalisations, avant de procéder à la construction des infrastructures socio-communautaires, en tout cas procéder à l'autonomie. En tout cas, faire de l'autonomie une réalité dans le pouvoir local aujourd'hui. Ce sont autant de challenges qui vont nous permettre de consolider davantage la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie, pour finir, peut-être sans les partis politiques. Et donc, il faut que les partis politiques aient les moyens d'animer la vie politique. Aujourd'hui, il y a le financement des partis, ce qui fait partie des réformes. Oui, nous sommes au début. Il faut que tout cela perdure dans le temps, résiste à l'usure du temps. C'est très important. Mais pour continuer à le faire, il faut mettre le pays au travail. Il faut que l'État ait des ressources nécessaires. Et c'est justement pour cette raison que chacun, où qu'il se trouve, devrait jouer efficacement son rôle de citoyen. Et dans le même temps, l'État doit anticiper, l'État doit s'inscrire dans la durée, l'État doit créer de la richesse, doit contribuer, n'est-ce pas, à mieux gérer les ressources qui sont mises à sa disposition, et pour que la jeunesse aujourd'hui, qui se sent parfois délaissée, puisse trouver de quoi s'occuper. Et comment procéder à l'arrimage nécessaire entre la formation et les perspectives en termes d'emploi. En tout cas, il y a assez de challenges aujourd'hui qui puissent nous permettre de créer l'osmose nécessaire entre l'envie démocratique et vraiment le sursaut en termes de développement pour le bien de notre État. C'est vrai que vous n'avez pas été péremptoire quand il s'agit de savoir si nous avons connu des avancées ou pas, mais on va essayer de mesurer nos progrès et savoir justement quel sera cet instrument de mesure, à quoi on doit juger nos progrès par exemple. Parce qu'il y a certainement des progrès, tout n'a pas été mauvais comme vous l'avez dit. Non, je n'ai jamais dit que tout a été mauvais. J'ai projeter les pistes nouvelles auxquelles il faut s'attaquer, les pistes sur lesquelles il faut se mettre pour réaliser le développement effectif du Bénin. Et ça fait depuis 90, c'est depuis 90 que nous avons commencé la démocratie. Aujourd'hui, il y a 90, c'est le renouveau démocratique qu'on a connu, la démocratie bien avant 90, mais bon. Oui, tout à fait. Bon, le renouveau démocratique, bien évidemment. Et vous convenez avec moi que nous avons toujours organisé les élections. Et j'ai dit c'est un point fondamental. Et parce que la régularité reste un élément à prendre en considération en matière démocratique. La régularité, qui suppose justement l'organisation d'élections à terme échu. Et deuxièmement, le vote de loi, test donc le fonctionnement de l'Assemblée nationale, l'élection, et que ces lois-là soient connues des protagonistes, des citoyens en général, avant même qu'on enclenche le processus électoral. Et on en est là. Donc c'est des bons qualitatifs. Et je ne m'aventure plus sur le contenu ou sur la procédure. Je ne m'aventure plus sur ce terrain. Mais toujours est-il que il y a eu beaucoup d'avancées. Ça, là, c'est évident, parce que on ne peut pas dire qu'en 30 ans, nous n'avons rien fait. On a fait beaucoup de choses. Mais il reste des défis à relever. Et j'ai rappelé ces défis. Aujourd'hui, il y a un élément auquel moi, particulièrement en tant qu'enseignant, chercheur et spécialiste de la sociologie politique, un élément auquel je tiens beaucoup, c'est que les principes démocratiques méritent d'être respectés. Les règles qui gouvernent le fonctionnement de la démocratie méritent d'être respectées. La démocratie continue d'être la loi de la majorité, mais j'aurais aimé que la majorité s'ouvre de temps en temps aux préoccupations également des minorités. J'aurais aimé que la démocratie soit au service du développement et que les fils du pays soient pris en compte dans les politiques publiques de façon générale.
quand je parle des fils du pays, Oui. Il y a nécessité de regarder aujourd'hui la jeunesse. Où va la jeunesse? Ah oui, est-ce que la jeunesse a suffisamment des opportunités en termes d'emploi? Est-ce que la formation cadre avec les exigences du marché de l'emploi? Autant de challenges auxquels on doit s'attaquer pour continuer à procéder à l'arrimage nécessaire entre démocratie et développement. Et c'est moi mon souhait. Et justement, ces challenges, le gouvernement en place, il réfléchit, qu'il vous souvienne, lors de la tournée, par exemple, à l'adéquation ou à la relation formation-emploi. Le chef de l'État a parlé, par exemple, du professionnalisme, de la formation professionnelle, j'allais dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas le choix. Le gouvernement est installé, si vous voulez, le pouvoir exécutif est installé pour mettre en œuvre des politiques publiques. Parce que la légitimité des gouvernants, une fois qu'elle est acquise par le biais de l'élection et qu'ils sont installés, ils se doivent de poser des actes pour continuer à mériter cette légitimité. Et donc, l'action publique n'est que l'émanation, n'est que la mise en œuvre des politiques publiques. Et le gouvernement est installé, le pouvoir exécutif est installé pour vraiment agir dans ce sens. Et ce qu'on dit, quand j'entends que après un mandat que tel gouvernement n'a rien fait, c'est inimaginable. Inimaginable parce que un gouvernement qui a un budget, dont le budget est voté, accepté, etc., qui a fonctionné, il est évident que ce gouvernement fasse des réalisations au profit, n'est-ce pas, des citoyens. Et c'est vrai que les besoins sont tels que, les besoins au Bénin sont tels que on aurait souhaité en avoir davantage. Et pour qu'on ait davantage, il faut revoir forcément la gouvernance. Il faut lutter contre la corruption, continuer à lutter contre la corruption. Il faut vraiment revoir l'environnement des affaires et faire en sorte que des citoyens soient intéressés par l'entrepreneuriat, par la création de la richesse. Faire en sorte que les investisseurs étrangers puissent entrer sur notre territoire et vraiment entreprendre, créer, construire des usines parce que une usine qu'on a construite va employer des gens et des fils du pays. Donc, créer des emplois qui peuvent procéder au réajustement nécessaire en termes de profil pour travailler, continuer à travailler dans les usines. Donc, il va de soi que les différents domaines des politiques publiques, il va de soi que ces domaines-là méritent une attention particulière pour que l'on en arrive effectivement au développement. Il est inimaginable que l'on continue de former, qu'on ait un taux de chômage assez élevé, alors que nous ne sommes même pas nombreux dans le pays. Nous sommes environ 12 millions d'habitants. En réalité, si on s'organise bien, on ne devrait même pas parler de chômage dans le pays. Et donc, il est important aujourd'hui, et ça c'est de la responsabilité des gouvernants, de regarder au plus près la couche sociale que constitue la jeunesse. Et quand on parle de jeunesse, ce n'est pas seulement l'éducation formelle. Il y a l'éducation non formelle. Il y a ceux-là qui sont des artisans, des agriculteurs, qu'on peut encourager à initier, etc. Et donc, il y a des actions qui sont menées, mais on peut aller au-delà. On peut aller au-delà. On peut rivaliser d'imagination pour faire mieux. Et c'est ce que nous souhaitons pour le bonheur des fils et filles du Bénin. Docteur Patrick Reynaud, vous êtes sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique. L'émission tire pratiquement à sa fin. Notre entretien donc tire à sa fin. Nous allons conclure et céder le plateau, Monsieur Reynaud. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet échange
Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous sommes à l'orée, n'est-ce pas, des consultations électorales. Et le souhait est que chacun puisse regarder le pays et focaliser le regard sur l'intérêt supérieur de la nation, parce que justement nous avons un seul pays, et que les querelles politiques ne détruisent pas le Bénin. Il est important que les politiques pensent à cela. Il est important que l'on pense à la nécessité d'échanger, de dialoguer. Il n'est jamais trop tard pour dialoguer. Troisièmement, quel que soit celui qui sera installé au pouvoir, il est important pour moi et pour les fils du Bénin de s'attaquer aux défis majeurs, aux défis du développement. Parce que aujourd'hui, il faut que les citoyens soient nourris à leur faim, il faut que l'on ait du travail, la jeunesse ait du travail, parce qu'une jeunesse qui ne travaille pas constitue une bombe à retardement. En tout cas, aujourd'hui, quel que soit celui qui va être installé, il est important pour lui d'avoir des politiques publiques qui puissent grandir le pays. Nous en avons besoin. Les filles et fils du Bénin en ont besoin. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Merci à vous, docteur Patrick Renou. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur ces mots de monsieur Renou que nous mettons un terme donc à cet entretien de dimanche, c'est politique de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière, vous connaissez le programme, c'est la revue de presse. Après le duel, l'hebdo des éditorialistes et toute l'équipe va revenir pour le début fin autour de 14h. À tout à l'heure donc.